Intensification des bombardements américains sur l'Afghanistan. Les opérations sont en cours à Kandahar et Kaboul notamment. Inquiétude du FBI, les messages vidéo de Ben Laden pourraient contenir des instructions cryptées sur des attentats. Inquiétude aussi pour Michel Pérard, le journaliste français a été inculpé d'espionnage par les talibans. On reviendra enfin sur la contamination à l'anthrax avec Michel Mock de l'Institut Pasteur. Bonsoir et à tout à l'heure. Jacques Chirac à l'abri des poursuites jusqu'à la fin de son mandat, même devant la haute cour. Décision de la Cour de cassation qui fera date. Arnaud Montebourg retire sa procédure de mise en accusation. Après le patriotisme économique, le retour de la Marseillaise à l'école, elle doit être apprise et chantée, dit Jack Lang. On fera le test dans un instant. Retour à la normale dans l'Hérault et le Gard. Après des trompes d'eau d'une extrême violence la nuit dernière, il est tombé autant en 1h30 qu'en 3 mois. Du sport enfin, l'inusable Jeannie Longo, championne du monde pour la 13e fois à presque 43 ans. On verra aussi des images du record de la traversée de l'Atlantique à la voile battu par Steve Fossett en moins de 5 jours. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Oussama Ben Laden et ses proches cherchent-ils à faire passer des instructions codées à travers les messages télévisés? L'hypothèse est prise au sérieux par le FBI. Après la nouvelle cassette diffusée hier soir tard, la chaîne d'information continue CNN vient même de faire savoir qu'elle ne diffusera plus ces messages sans en référer aux autorités. Sur place à Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Les cassettes de Ben Laden ou de son porte-parole diffusées par Al Jazeera sont disséquées dans leurs moindres détails par le FBI et la CIA. La grotte est anonyme. Ben Laden porte un treillis américain, une montre Timex au poignet droit. Tout cela ne mènera pas à lui. En revanche, le choix des personnes qui l'entourent est intéressant. Il y avait un membre d'un groupe radical koweïtien assis à ses côtés. Et ça, je crois, c'est un signal adressé aux pays du Golfe qu'il a avec lui des gens originaires de ces pays. FBI et CIA s'intéressent aussi et même surtout au contenu de ces cassettes. Ici, celle du porte-parole de l'Al-Qaïda, le moindre mot, la moindre formule est analysée. Maintenant que Ben Laden est traqué, il va avoir de grandes difficultés à communiquer avec ses hommes, et en particulier avec les réseaux dits dormants. Alors il est possible qu'il ait prévu à l'avance certains messages codés diffusés publiquement à la télévision. Par exemple, lorsqu'il se réfère à plusieurs reprises au vent, cela pourrait être une référence à une sorte d'action biologique ou bactériologique. Ce matin, le porte-parole de la Maison-Blanche a confirmé cette possibilité que les cassettes d'Al Jazeera véhiculent des messages codés. CNN a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne les diffuserait donc plus. George Bush s'est aussi fait l'écho de cette inquiétude au cours d'une visite au FBI. Il a par ailleurs présenté la liste des 22 terroristes les plus recherchés. Leurs visages seront affichés avec les récompenses promises pour les informations pouvant conduire à leur capture. Bien entendu, Oussama Ben Laden et ses principaux lieutenants sont en bonne place. On vous retrouve en direct maintenant, Alain Chalvron. Les frappes ont donc repris. Elles n'ont pas vraiment cessé d'ailleurs, mais apparemment on est passé au niveau supérieur. Hier, les États-Unis indiquaient qu'ils étaient maîtres de l'espace aérien. Alors peut-on dire qu'on est en train de passer à la deuxième phase? Alain, est-ce que vous nous entendez? Alain Chalvron avec nous, ce sera peut-être dans un instant. Les talibans en tout cas annoncent 76 morts depuis le début de ces raids américains et une centaine de blessés. Images au compte-gouttes de la situation en Afghanistan, elles sont commentées par Bernard Lebrun. Les images de la capitale sont très rares. Même les quelques journalistes autorisés ne semblent pas pouvoir filmer les destructions. Alors ils se rabattent sur ce campement dans la banlieue est de la ville. Ce chef de famille Pashtun nous montre les trous dans sa toile de tente, des balles américaines, dit-il. Puis il précise que son vieux père, sa femme et 2 de ses enfants ont été blessés cette nuit durant les bombardements. Dans le même secteur, cette rare maison aux vitres brisées par les frappes. Son propriétaire, légèrement blessé à la tête, nous explique qu'il va l'abandonner et qu'il reprendra les travaux quand tout cela sera terminé. Et puis cette séquence furtive d'une grande rue de Kaboul, celle de ces ouvriers qui creusent des tranchées. Le journaliste d'Al Jazeera explique que c'est pour se protéger des bombardements pendant la nuit. Ne pouvant pas les interroger, le journaliste se rabat sur ce cireur de chaussures isolé dans les rues de Kaboul. Depuis 3 nuits, à cause des bombardements, c'est devenu très difficile pour beaucoup de gens. En plein milieu de la nuit, ils sont obligés de quitter précipitamment leur maison.
Eux ne quittent pas leur maison, mais leur pays. Ces réfugiés qui fuient les combats ont été filmés hier entre Jalalabad et Peshawar au Pakistan, distants d'une centaine de kilomètres. Parmi eux, quelques blessés qui se retrouvent dans cet hôpital. Mais seul cet homme, touché à la gorge par un éclat d'obus américain, semble autorisé à témoigner. Il dit venir de Jalalabad, il est Pashtun, dit qu'il faut lancer le djihad, la guerre sainte contre les Américains et les Anglais qui tuent les civils. Dernières images reçues ce soir d'Afghanistan, tournées tout à côté de la frontière. Elles nous montrent des volontaires pakistanais en armes, venus de la ville très fondamentaliste de Quetta, pour combattre aux côtés de leurs frères, les talibans. Retour à Washington où Alain Chalvron nous entend maintenant. Alain, apparemment donc il y a intensification des bombardements. Est-on passé à la seconde phase ? Écoutez, c'est difficile à dire car le Pentagone pour le moment n'a donné aucune explication. Mais c'est vrai que la campagne de bombardement qui a lieu actuellement semble assez forte sur Kaboul et Kandahar. Et c'est un petit peu une surprise car hier soir, les autorités américaines, l'état-major, a annoncé que l'espace aérien était désormais sous contrôle. Et on pensait donc qu'on allait passer de la phase 1 à la phase 2. La phase 2, d'après la presse américaine, aurait dû être une campagne maintenant héliportée. Donc il n'en est rien, la campagne de bombardement continue. En attendant les explications du Pentagone, on évoque ici deux hypothèses. C'est que l'armée américaine, aurait des informations très précises sur des lieux à toucher. On sait par exemple qu'hier, une résidence du Mollah Omar a été effectivement touchée quelques minutes seulement après qu'il l'ait quittée. C'est donc l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, c'est que l'Amérique estimerait que le moment n'est pas venu de cesser la campagne de bombardement, car des fixures se font jour en Afghanistan parmi les talibans, qu'il ne serait donc pas le moment de lâcher la pression. Merci Alain, on vous retrouve tout à l'heure. Bombardement plus lourd, donc plus intensif, notamment sur Kaboul et sur Kandahar, l'autre capitale politique de l'Afghanistan. Ces frappes, on l'a dit jusqu'à présent, ne cherchaient pas en tout cas à aider l'Alliance du Nord en s'attaquant aux troupes de Kaboul qui leur font face. Au sol, c'est donc l'attentisme qui domine sur place, sur la ligne de front. Jérôme Bonny, Patrick Desmully. Le village de Reguerawan, à une soixantaine de kilomètres de Kaboul, voit aujourd'hui sa quiétude rurale troublée par les nouvelles en provenance de la capitale. Depuis le début des frappes américaines, plusieurs voitures de réfugiés passent chaque jour par ici. La situation n'est pas bonne. Les talibans se sauvent. Naoutak, lui, est un moudjahid blessé au combat il y a 3 ans. Il s'est rendu discrètement à l'hôpital de Kaboul, chez ses ennemis talibans, à la veille des frappes. Je dormais quand ils ont bombardé. Personne ne trouvait de voiture ou de taxi pour se sauver. Les militaires se sont réfugiés dans des abris qu'ils avaient creusés dans les montagnes. Les pauvres gens couraient dans tous les sens. C'était terrible. Sur le front, les moudjahidines ne parlent que de ces bombardements américains. Ils se demandent qui paiera après la guerre la reconstruction de l'aéroport de Kaboul. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, ces moudjahidines sont en état d'alerte maxima. Pour eux, les frappes n'ont rien changé. Non, rien n'a changé en première ligne. Ils ont bombardé Kaboul, Kandahar, Jalalabad, Mazar-i-Sharif. Ici rien, ni roquettes, ni bombes. Pour l'offensive vers la capitale, les moudjahidines impatients se demandent quand, mais l'état-major, prudent, se demande comment. Il sait que dans l'état actuel des choses, la bataille pour Kaboul serait trop meurtrière. Inquiétude ce soir, je vous le disais, sur le sort de Michel Pérard, le journaliste de Paris Match, et les 2 guides pakistanais qui l'accompagnaient lors de son arrestation ont été officiellement inculpés d'espionnage. Ils seront donc jugés par une cour spéciale. On a aussi appris qu'ils auraient été exhibés, montrés à la foule et pris pour cible à Jalalabad. Christian Autain. Je fais solennellement appel à ceux qui détiennent Michel Pérard pour qu'ils le libèrent. En anglais, en arabe, en persan, cet appel va être diffusé sur les principales radios du monde entier à destination des talibans, ceux-là même qui détiennent l'envoyé spécial de l'hebdomadaire Paris Match, Michel Pérard. Il a été arrêté hier en territoire afghan alors qu'il circulait clandestinement avec 2 guides pakistanais. Officiellement accusé d'espionnage, le reporter risque la peine de mort.
Là, on est inquiet parce que l'accusation d'espionnage formalisée, dite à haute voix, jusqu'à présent, c'était pas ça et c'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Michel Pérard risque réellement sa vie. Inquiétude renforcée par les déclarations de l'ambassadeur des talibans aujourd'hui au Pakistan. Selon lui, une enquête est bien en cours pour déterminer si le journaliste français est véritablement un espion. De son côté, l'hebdomadaire Paris Match a dépêché à Peshawar 2 émissaires chargés de rencontrer et de convaincre des représentants talibans de leur bonne foi. Le Quai d'Orsay a quant à lui qualifié d'absurde cette accusation d'espionnage. Oui, pour étayer leurs accusations, les talibans citent notamment le téléphone satellite de Michel Pérard, indispensable bien sûr à l'exercice de son métier. La Grande-Bretagne n'est finalement pas aussi engagée dans ces bombardements qu'on le pensait au départ. Tony Blair est tout de même venu inspecter et saluer ses troupes en manœuvre ici à Oman. Manœuvre prévue, rappelons-le, avant le 11 septembre. Cela dit, les soldats britanniques auront peut-être davantage apprécié la visite de Jerry Halliwell, ex-Spice Girl, venue distraire les troupes. Et elle n'a pas hésité à enfiler une tenue de camouflage, vous le voyez, pour se produire sur scène. La situation dans les pays voisins enquête d'abord au Pakistan, tout près de la frontière afghane, sur une conséquence de la guerre loin d'être anecdotique. La chute des prix de la drogue, l'opium en l'occurrence, matière première de l'héroïne qui fait vivre en grande partie les tribus pashtunes très puissantes dans la région. On cherche à écouler les stocks à tout prix. Sur place, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Évacuer les stocks d'opium avant que le régime des talibans ne s'effondre. Dans la zone tribale du Pakistan, à la frontière de l'Afghanistan, la police pakistanaise note une nette augmentation des passages de drogue. Elle vient juste d'attraper un jeune trafiquant pashtun qui vit dans cette zone tribale à cheval entre Pakistan et Afghanistan. Il transportait 30 kilos de drogue dissimulée dans des emballages de café. Une capture banale pour le commissaire Ismail. Il explique que le trafic avait fortement diminué avant l'opération américaine contre l'Afghanistan, mais qu'il a repris. Dans la zone tribale du Pakistan et de l'Afghanistan, l'opium ou l'héroïne se vendent dans les épiceries. Ce fut le nerf de la guerre contre les Russes en Afghanistan. Ensuite, les talibans ont voulu se servir de cette drogue pour déstabiliser le monde occidental. Mais sous les pressions internationales, ils ont finalement réduit leur production d'opium de 3000 tonnes à 70 tonnes par an. Avant l'arrivée des talibans, il y avait des fabriques d'héroïne. Ils ont voulu les détruire, mais ils n'étaient pas assez puissants dans la zone tribale. J'ai travaillé dans ces usines de traitement de l'héroïne pour un salaire de 5000 roupies, 500 francs par mois. Mais à présent, ces fabriques ont été fermées. Dans ce centre de traitement des drogués afghans et pakistanais, la Fondation Dost, ces victimes nous montrent à quel point la drogue est intégrée à leur culture et qu'il sera impossible de la supprimer de leur mode de vie. Quand une mère attend un enfant, elle a l'habitude de consommer de l'héroïne et du coup l'enfant en absorbe aussi. Pour moi, ça a commencé comme ça. Ensuite, pour me calmer, ma mère mettait de l'héroïne dans le biberon. Ça a été la deuxième étape de ma dépendance. Avec la guerre, 1 kilo d'opium qui réussit à passer cette frontière afghane se vend 3000 francs, 2 fois moins qu'avant les opérations militaires sur l'Afghanistan. Dans la région encore, à noter que l'Irak affirme avoir abattu un avion de reconnaissance américain, un drone, avion sans pilote donc. Le Pentagone confirme avoir perdu un appareil. Manifestation anti-américaine par ailleurs dans le premier pays musulman du monde, l'Indonésie, très spectaculaire mais pas forcément significatif, en tout cas pas pour l'instant. 1 millier de personnes s'étaient massées devant le Parlement. Elles ont été repoussées par la police anti-émeute. Le ton généralement reste à la modération, en tout cas du côté des gouvernements des pays musulmans. Les 57 membres de l'organisation de la conférence islamique réunie ici à Doha au Qatar n'ont pas condamné les frappes. Ils ont demandé à ce qu'elles restent limitées aux auteurs des attentats du 11 septembre et qu'elles soient sans dommage pour les civils innocents. Yasser Arafat assistait à cette réunion. Il a estimé en substance et dans la même veine qu'Oussama Ben Laden prenait en otage le conflit israélo-palestinien. La situation est revenue au calme ce soir à Gaza. La menace de nouveaux attentats est toujours prise très au sérieux un peu partout dans le monde. Plusieurs arrestations aujourd'hui dans la mouvance islamiste à Milan. Aux États-Unis, les dispositifs d'intervention en cas de détournement d'avion sont plus que jamais en alerte. Paul de Genève. De leur base, il leur faut à peine 15 minutes pour atteindre le sud de Manhattan. Ces avions de chasse appartiennent au 102e escadron de l'US Air Force. Leur mission depuis le 11 septembre, la surveillance de l'espace aérien autour de New York. En plus du président américain,
3 généraux peuvent maintenant leur ordonner la destruction en vol d'un avion de ligne aux mains d'un pirate de l'air. Je pense que si nous avons à tirer sur un avion de ligne, il faut imaginer qu'il ne s'agit plus d'un vol commercial, mais d'un missile dirigé vers quelque chose de proche et de cher aux Américains. Avant les attentats terroristes, il était rare que ces avions s'aventurent au-dessus de New York, tant le trafic aérien était dense. Ces chasseurs ont reçu aujourd'hui le renfort d'avions radar AWACS. Ils seront 5 à quadriller l'espace aérien américain et à coordonner une éventuelle intervention. Le point maintenant sur l'alerte à l'anthrax en Floride. Bonsoir Michel Mock, vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Vous êtes chercheur à l'Institut Pasteur. Depuis la nuit dernière, le FBI, sans avoir de certitude absolue, privilégie, on le sait, la piste criminelle. Le point avec Romuald Bonin. Cet immeuble abritant de nombreux journaux de Floride et tout le quartier qui l'entoure sont placés en quarantaine depuis 2 jours. Cordon sanitaire et tenue biochimique, le FBI cherche à comprendre comment cet homme, Bob Stevens, un photographe de 63 ans, est mort vendredi de la maladie du charbon, une bactérie tueuse dont les enquêteurs ont retrouvé des traces sur l'ordinateur de la victime. Les premières analyses ont mis en évidence une grande quantité de bacilles anthraciques dans son corps. L'infection a été fulgurante. Cette maladie rare a touché un autre employé du journal, toujours hospitalisé. Il travaillait au service du courrier. Coïncidence ou pas, une lettre anonyme contenant une poudre suspecte avait été reçue quelques jours plus tôt. De quoi inquiéter les autorités américaines. Depuis peu, elles prennent très au sérieux la piste criminelle. L'enquête aurait permis d'identifier certaines particularités de la bactérie. Elle aurait été fabriquée dans un laboratoire de l'Iowa, au centre du pays, dans les années 50. Comment et pourquoi est-elle arrivée en Floride? L'ombre d'un acte terroriste inquiète la population. Je ne pense pas que le gouvernement soit préparé contre ça, je suis furieuse. À Boca Raton, des centaines d'antibiotiques ont été prescrits à titre préventif aux personnes travaillant dans l'immeuble infecté. Un immeuble très proche d'un hôtel et de 2 autres bâtiments fréquentés par certains terroristes du 11 septembre. Et la trace du virus avait été détectée au départ sur les touches de l'ordinateur de cette personne qui est décédée. Michel Mock, est-ce que je peux vous demander un sentiment? Est-ce que vous avez l'impression, comme le disent certaines autorités politiques américaines, que seule une intervention humaine a pu faire que ce virus arrive dans ces bureaux? Oui, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une bactérie et pas d'un virus, et qui persiste sous forme de spores qui, elles, sont résistantes. Alors maintenant, vous dire comment ça a pu arriver dans le bureau, ça c'est plus difficile parce que je n'ai pas les éléments, mais on peut envisager, si on évoque une enveloppe, que ça peut être contenu dans une enveloppe, pourquoi pas. On peut très bien, comment cette bactérie peut être présente dans une enveloppe. On a évoqué aussi le système de ventilation. Ces 2 thèses-là vous paraissent plausibles? Les 2 peuvent être envisagées. Techniquement plausible en tout cas. Est-ce qu'on peut envisager aussi une voie accidentelle? Une voie accidentelle, peut-être, mais il n'empêche que ça n'explique pas comment les bactéries, si on en a trouvé effectivement dans la pièce et sur les ordinateurs, ça n'explique pas comment elles sont arrivées dans la pièce. Donc il y a forcément, apparemment, geste de malveillance. Il a fallu qu'elles arrivent dans la pièce, oui. Ça ne peut pas être accidentel par hasard, si c'est ça que vous voulez savoir. Alors on dit que cette maladie a disparu depuis très longtemps, mais en cherchant un peu, on s'est aperçu qu'il y avait eu des cas en France récemment, en 96, en 97. Est-ce qu'il s'agit vraiment du même type de maladie? Il n'y en a pas eu, pour autant que je sache, en 97. Je sais qu'il y en a eu un en 96. Mais c'était, oui, la même maladie, puisque la bactérie avait été identifiée, et c'est une maladie rare, mais qui existe encore, puisqu'en France, il y a des foyers de charbon animal également. Voilà. Donc on peut penser malgré tout que l'origine accidentelle peut être retenue, en tout cas dans certains cas. Oui, mais dans des cas où, a priori, on pourrait remonter une trace animale ou produits dérivés d'animaux. Mais voilà. Là, peut-être que l'enquête le dira, d'ailleurs. Oui, ça n'est pas forcément le cas, c'est vrai, a priori, en Floride. Dernier point, est-ce qu'il y a des remèdes fiables, antibiotiques, vaccins? Alors, en ce qui concerne les antibiotiques, on en parle souvent, et effectivement, il y a des antibiotiques. La bactérie est sensible à la plupart des antibiotiques. Donc, lorsqu'ils sont administrés suffisamment tôt, ils vont tout à fait agir, et ça suffira. Et en ce qui concerne les vaccins, il n'y a pas chez l'homme de vaccin, puisque finalement, d'une certaine façon,
c'est une maladie qui est une zoonose qui atteint les animaux, donc il existe un vaccin animal qui ne peut pas être administré à l'homme. Et quand on parle de vaccins, c'est des préparations anciennes qui, jusqu'à présent, ont été utilisées pour protéger les militaires ou dans le temps des maladies professionnelles. Mais il n'y avait pas non plus de raison d'avoir un vaccin humain à l'heure actuelle, puisque ça n'atteint que très rarement les hommes. Et je le répète, ça ne se transmet pas non plus d'homme à homme, donc a priori, on doit contrôler l'infection. Merci Michel Mock d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les suites du 11 septembre. On fera bien sûr un dernier point avec Alain de Chalvron à la fin de ce journal. Je rappelle l'information de cette soirée, l'une des informations, l'intensification des bombardements américains sur l'Afghanistan. L'actualité en France, elle est dominée par une décision judiciaire qui aura une grande influence sur la vie politique et notamment sur la campagne électorale. Une bonne nouvelle pour Jacques Chirac, débarrassé des affaires. La Cour de cassation vient de confirmer son immunité dans les affaires de droit commun, y compris devant la Haute Cour de justice. Avant d'écouter les réactions, les détails avec Dominique Verdaillan et Dominique Bonnet. Distribué comme un vulgaire dossier de presse, l'arrêt ne fait que 5 pages, mais il comble un vide juridique. Les 19 magistrats de la Cour de cassation ont tranché. Le président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, c'est-à-dire avec un avocat, ni être mis en examen. Une simple ligne pour consacrer une immunité totale au chef de l'État. En revanche, redevenu simple citoyen, il peut faire l'objet de poursuites pénales, car la prescription de l'action publique est suspendue pendant le mandat présidentiel. Les juges sont donc priés d'arrêter tous les actes de procédure visant Jacques Chirac. Leur instruction dépend des élections présidentielles. Pour la partie civile, c'est peu satisfaisant. Le renvoi à la fin d'un mandat ou à la fin même de plusieurs mandats rend très illusoire des poursuites puisqu'elles peuvent renvoyer à 5 ans, 10 ans, le commencement d'une audition et d'une instruction à son égard. Mais un vide juridique peut en cacher un autre. Durant son mandat, un chef de l'État ne peut donc être poursuivi que pour haute trahison devant la Haute Cour de justice. Une infraction juridiquement inconnue, définie par aucun texte constitutionnel ou pénal. Une infraction sanctionnée par aucune peine. Voilà, et pour les affaires de droit commun, pas de poursuite. La procédure Montebourg, qui visait précisément à traduire le président de la République devant la Haute Cour, est donc caduque. Le député a annoncé logiquement qu'il renonçait à sa démarche. Son commentaire et d'autres réactions recueillies par Philippe Boissry et Bernard Connor. Il se voulait le pourfendeur d'un Jacques Chirac embarrassé par les affaires. La Cour de cassation venue, voilà Arnaud Montebourg un peu dépourvu. Le trublion, dont le radicalisme inquiétait jusqu'à ses collègues socialistes, n'en garde pas moins l'âme combative. La seule question est de savoir quand il sera jugé. Après son mandat, d'accord. C'est donc aux Français de savoir s'ils veulent garder un quasi-délinquant à la tête de l'État ou s'ils veulent qu'il ne soit jamais jugé ou en tout cas, après son mandat, à la Saint-Glinglin, je ne sais pas quand. Et les Verts de surenchérir. Nous sommes dans une drôle de démocratie où le juge suprême accorde l'impunité au chef de l'État, à croire que maintenant dans ce pays, il faudra se présenter à des élections pour pouvoir bénéficier de l'impunité. À droite, le RPR pavoise. C'est la victoire du droit. Dans tous les pays démocratiques, le chef de l'exécutif ne peut en général pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat. Ce n'est pas une impunité, d'ailleurs la Cour de cassation le rappelle, simplement les poursuites ne peuvent reprendre qu'à l'issue de son mandat. Mais à l'UDF, les proches de François Bayrou préfèrent eux prendre rendez-vous. Cela ne signifie pas pour moi qu'il ne faudra pas réfléchir après l'élection, sereinement, à un nouveau statut pénal du chef de l'État afin que le citoyen n'ait pas le sentiment d'une impunité. Bref, si l'affaire juridique semble classée, l'affaire politique, elle, ne fait sans doute que commencer. Toujours à propos des affaires, l'ouverture du procès en appel de Louise-Yvonne Cassetta, considérée comme la financière officieuse du RPR, poursuivie pour avoir récolté plusieurs centaines de milliers de francs auprès d'une entreprise de BTP en échange de marchés publics au début des années 90. Elle avait été relaxée en première instance. Cette fois, d'autres témoins sont attendus à l'audience. La Marseillaise au cœur du débat politique, l'hymne national, vous le savez, a été sifflé samedi soir au Stade de France par quelques centaines de personnes avant le match France-Algérie. Dans le contexte de ces dernières semaines, les réactions sont de plus en plus nombreuses. L'affaire a été évoquée pendant une bonne partie de la séance des questions à l'Assemblée tout à l'heure. Écoutez par exemple Charles Herman, il est député démocratie libérale des Alpes-Maritimes et doyen de l'Assemblée. Je vois lors du match des milliers de spectateurs siffler la Marseillaise.
J'en ai pleuré. Lancé, oh et alors? Ayez mon âge et vous verrez ce que c'est que la France. Lancer des bouteilles en plastique. Ah, si on apprenait davantage la Marseillaise à l'école, peut-être que les applaudissements auraient couvert les sifflets. Voilà, interrogé à ce sujet, Jack Lang a confirmé qu'il souhaitait que la Marseillaise soit présente et même apprise à l'école ou ailleurs. Un CD-ROM est d'ailleurs en préparation pour le mois de février. Il l'était bien avant ces incidents. Alors le patriotisme redeviendrait-il à la mode? Enquête Hélène Hugues avec Arnaud Boutet. En fouillant bien chez les disquaires, on la trouve. En fouillant bien dans les esprits des jeunes, on en retrouve quelques bribes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, je sais plus après. L'étendard sanglant s'est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir, ça doit être ça. Après-guerre, la Marseillaise devient obligatoire dans les écoles. L'éducation nationale célèbre la libération de la France et ses martyrs. Malgré un ralentissement du tempo décidé par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, une version reggae composée par Serge Gainsbourg en 1979 est très contestée à l'époque. L'hymne national n'est toujours pas plus populaire. En 1985, la gauche est au pouvoir. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation, impose qu'elle soit à nouveau enseignée dans les écoles. J'ai demandé au maître d'apprendre la Marseillaise qui fait partie du répertoire scolaire. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pris à l'époque? Quel tollé! J'étais ringard, nationaliste, etc., etc. Et 16 ans plus tard, ce n'est pas forcément à l'école qu'ils l'ont apprise. Je connais. J'écoute pas tout le temps, mais j'écoute quand il y a un match de foot. Dans les stades, pourtant, elle ne fait pas toujours recette, comme on l'a vu il y a quelques jours encore, au Stade de France. La réception à l'Élysée tout à l'heure des représentants de la communauté musulmane de France, ils étaient 17. Daniel Vaillant assistait à cette réunion aux côtés de Jacques Chirac, qui a salué l'esprit de responsabilité de ses hôtes et a réitéré le refus de tout amalgame. Politique encore, Alain Madelin inaugure son local de campagne, 1000 mètres carrés, situé avenue de New York dans le 16e arrondissement de Paris. Inauguration, vous l'avez compris, sous le signe de la solidarité avec les États-Unis, mais aussi avec le peuple afghan dont plusieurs représentants étaient présents. Et puis le nouveau rapport des députés français sur le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux, cette fois, il concerne la Grande-Bretagne et il est très sévère. Le gouvernement anglais doit revoir toute sa politique contre l'argent sale et par là même contre le terrorisme. Le secret bancaire et les paradis fiscaux restent la règle, ont déploré les parlementaires emmenés par Arnaud Montebourg. L'une des cibles plus particulières du rapport, l'île anglo-normande de Jersey. Enquête Patrick Fandiot, Patrice Brugère. Bienvenue au paradis. Pas encore celui des touristes, mais celui de la finance. Une banque au kilomètre carré, une île sans TVA, sans impôt sur la fortune ou sur les sociétés. Des avocats comme Robert Christensen sont spécialistes des trusts, des structures qui gèrent les milliards de francs de riches anonymes. Ici, on se défend de toucher à ce qu'ils appellent entre eux l'argent du diable, celui du terrorisme. Ce n'est pas un bon endroit pour blanchir de l'argent. Parce que les gens ici sont conscients de leurs responsabilités en la matière. Ils savent ce qu'il faut faire pour éviter cela. On les a formés pour. Il serait donc loin le temps des valises de billets à blanchir. L'île s'est dotée en 1998 d'un arsenal juridique pour traquer les fonds secrets. Mais les contrôleurs financiers l'admettent, l'argent sale continue à circuler. Nous reconnaissons que les fonds qui circulent ici peuvent être associés à des opérations de blanchiment, à de l'argent sale. Nous devons impérativement lutter contre cela. Mais il n'y a que 50 contrôleurs pour des transactions sur 4 000 milliards de francs. Dans son rapport, la mission parlementaire se plaint du manque de coopération judiciaire. Mais vu d'ici, le problème, ce sont les juges français. Il faut que les juges français se mettent à comprendre le système de Jersey. C'est pas difficile. Il faut s'y intéresser. Les autorités de Jersey affirment n'avoir retrouvé aucune trace de l'argent d'Oussama Ben Laden. Elles promettent beaucoup plus de vigilance à l'avenir. Ici, les attentats du 11 septembre auront aussi des conséquences.
Les intempéries Montpellier et toute une partie du département de l'Hérault et de celui du Gard sont encore sonnés 24 heures après le mur d'eau qui s'est abattu sur la région. Pas de victimes, mais plusieurs dizaines d'évacuations. Aujourd'hui, on a sorti les seaux et les feuilles d'assurance. Yann Fronty, Karine Comati. Il y a des dégâts chez vous? Des problèmes de cave, hein. C'est uniquement du matériel qu'il y a dans des caves. Comme tous les habitants de Montpellier, ce couple a été surpris par les inondations. Ça a descendu pas mal, mais c'est surtout au bâtiment. C'est facile d'évaluer. Hein. 18h30 hier, un gros orage s'abat sur la ville. Sur des parkings inondés, des voitures prisonnières de la crue semblent flotter à la surface. Les pompiers, eux, multiplient les interventions. C'est les opérations de sauvetage des personnes coincées dans leur véhicule ou sur le toit des véhicules, qui s'étaient engagées dans les endroits où l'eau est montée assez rapidement. Donc les plongeurs surtout ont été engagés pour aller secourir les victimes sur les toits des véhicules. À quelques kilomètres de là, la ville de Sommières dans le Gard. Ici, le maire est sur la brèche, même sur le pont. Angoissé, il part régulièrement inspecter le niveau de la rivière qui menace de déborder. 2,70 m. 2,70 m de hauteur. Alain Danilé cherche à éviter ce qu'il s'est passé le week-end dernier. De grosses inondations et la mort d'un pompier en opération. Alors ce soir, il est aux aguets. D'ici 2 heures, on aura pratiquement atteint la cote maximale qui, à mon avis, devrait se situer aux alentours de 4 mètres. Fausse alerte finalement, l'orage est moins violent que prévu. Avis de crue du Vidourle. Il est minuit passé, tout le monde peut alors se coucher. Sommières a été épargnée. Pas très loin de là, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, l'audition du commando anti-platane se poursuit. 26 personnes, amis ou proches d'un motard décédé lors d'un accident. Ils sont soupçonnés d'avoir entaillé à la tronçonneuse plus de 160 arbres qui avaient dû en conséquence être abattus. Sécurité sur la route encore avec l'examen par l'Assemblée nationale d'un projet de loi sur la conduite des camions dans les tunnels. Désormais, le permis poids lourd comportera un volet spécial sur ce chapitre. Reportage dans la région lyonnaise, au tunnel de Fourvière, où les distances de sécurité ne sont pas toujours respectées. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. Scène ordinaire à l'entrée du tunnel sous Fourvière. Les chauffeurs de ces deux camions sont en infraction. Ils roulent trop près l'un de l'autre. La distance obligatoire entre poids lourds est normalement de 50 mètres. Personne ne les respecte, même pour les voitures. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Quand il y a des bouchons. Bon, tout le monde est cul à cul, tout le monde... on ne peut pas laisser 50 mètres entre chaque camion quand ça bouchonne. Et des fois, bon, c'est vrai que bon, les gars, on met le pied dedans parce que, oui, à l'heure de rendez-vous, si on n'est pas au rendez-vous, bon, on est refusé ou on attend le lendemain, il y a des conséquences, quoi. Si la nouvelle loi est votée par le Parlement, le non-respect des distances de sécurité deviendra un délit. Un délit passible de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 francs d'amende et d'une suspension de permis. À moins quoi, des amendes, ouais, je dirais des amendes plutôt, quoi, pas des suspensions de permis, quoi. Le permis, c'est notre vie, quoi. La sécurité passe aussi par une meilleure formation des chauffeurs. Pour obtenir le permis poids lourd, les candidats devront réussir un examen consacré à la conduite en tunnel. En l'état actuel des choses, on en parle de l'adaptation de l'allure et des éventuels problèmes, mais c'est vrai qu'on pourrait approfondir pour éviter de se retrouver dans des situations graves, genre le tunnel du Mont Blanc. Un traitement particulier est enfin réservé aux 2 plus longs tunnels de France, celui du Mont Blanc et du Fréjus, où la distance obligatoire entre camions sera de 150 mètres. En bref, manifestation de salariés de Bata devant le palais de justice de Metz. 300 personnes environ, l'usine est en redressement judiciaire depuis juillet et beaucoup des 875 emplois sont menacés par les 2 plans de reprise actuellement examinés. Un revers pour l'électricité française. La Commission européenne bloque la fusion Schneider-Legrand qui aurait donné naissance au numéro 1 mondial de l'appareillage de basse tension. Les 2 sociétés contestent le bien fondé de cette décision. Une découverte scientifique maintenant qui ouvre la voie peut-être à une innovation majeure et à la fin des disputes dans les couples. Un contraceptif unisexe, il faut rester très prudent. C'est la revue britannique Nature qui l'évoque dans sa dernière édition. Explication Jean-Daniel Flézaquier. Le mystère de la procréation n'est pas simple. Prenez les spermatozoïdes par exemple. Ils partent des millions et sans aucun renfort, il n'en reste plus qu'un en arrivant au port. Un seul spermatozoïde qui devra encore traverser la paroi de l'ovocyte avant d'atteindre le noyau et de permettre la fécondation. Le secret du vainqueur tient en grande partie dans sa mobilité.
Alors que dans les voies génitales de l'homme, le flagelle, la petite queue du spermatozoïde, bouge peu, plus il avance dans les voies génitales de la femme et plus il accélère. Il décuple même son énergie au moment de franchir les derniers obstacles. Des chercheurs américains viennent de montrer que ce sont des phénomènes électriques qui sont responsables de tout cela, grâce à un gène qui commande des mouvements de calcium qui entrent et qui sortent du flagelle. Ils ont alors fabriqué des souris dépourvues de ce fameux gène. Ils ont obtenu ainsi des spermatozoïdes 3 fois moins rapides que normalement et surtout incapables de féconder l'ovocyte tant désiré. À partir de ces recherches, on peut imaginer un jour pouvoir doper des spermatozoïdes trop lents et guérir certaines infertilités. On peut aussi imaginer freiner des spermatozoïdes normalement constitués, les rendre infertiles, obtenir ainsi une contraception, peut-être une sorte de pilule pour hommes, bienvenue en ces temps de parité. Et à propos de fécondité, nous vous le disions hier, la France est en tête en Europe. Ce nouveau baby-boom dure depuis plusieurs années maintenant, à rebours de la tendance observée chez nos voisins. Alors comment l'expliquer? Pourquoi faisons-nous plus de bébés que les autres? Christophe Nédart, Laetitia Legendre. Isabelle est une mère comblée. Il y a 6 jours, elle a accouché de jumeaux, Jules et Arthur. D'un coup, c'est vrai que ça fait une surprise. Donc moi j'ai déjà 2 enfants en fait, et donc nous passons de 2 garçons à 4 garçons. L'histoire de cette famille illustre à merveille la bonne santé de la France en matière de natalité. Avec un taux de fécondité de 1,89 enfants par femme, l'Hexagone devance maintenant l'Irlande et la Norvège. Pour expliquer ce mini baby-boom, les spécialistes évoquent d'abord le bon contexte économique. Depuis quelques années, les Français ont le moral. Quand les couples font des enfants, ça veut dire qu'ils ont confiance dans l'avenir, et c'est un peu ce qu'ils expriment d'ailleurs. Et cette confiance, elle tient au fait que la situation économique dans le pays s'est améliorée, qu'il y a moins de crainte pour l'emploi. Autre facteur, la politique familiale menée en France. Elle est favorable à la mère et permet de concilier enfants et profession. Les pays qui n'ont plus d'enfants aujourd'hui, c'est les pays qui ont dit aux femmes « vous êtes mère, point final ». En France, on a dit aux femmes « vous avez le droit d'être mère, on crée des conditions pour que vous soyez mère, mais vous avez le droit aussi en même temps d'être autre chose que mère ». Et ça, c'est le secret du maintien de la fécondité française. Aujourd'hui, les Françaises font des bébés, mais de plus en plus tard. L'âge moyen de la femme à la maternité est passé de 26 à 29 ans. Question maintenant, quelle est la hauteur du plus haut sommet d'Europe? Le Mont Blanc, bien sûr, 4807 mètres, répondaient jusqu'à présent les forts en géographie. Eh bien non, le Mont Blanc a grandi, il a pris plus de 3 mètres, 4810 mètres et 40 cm exactement. C'est grâce à des données satellites qu'on a pu effectuer cette nouvelle mesure. Didier Guyot, Philippe Évêque. Officiellement, 4807 mètres. 4807 mètres. Je ne suis pas d'ici, alors je ne connais pas trop. Les adeptes du Mont Blanc et les passionnés de géographie devront réécrire leur copie. Le sommet de l'Europe a progressé, 4810 mètres et 40 cm. Pour cela, des bornes GPS reliées à des satellites ont été installées autour et sur le Mont Blanc. Des données métriques et géodésiques ont été enregistrées, puis recoupées. Ayant 4 stations au sol, on est capable de faire des déterminations multiples, des contrôles, ce qui nous a permis d'avoir la précision qu'on vous annonçait tout à l'heure. 4800... Je sais pas. C'est en 1892 que les frères Vallot avaient calculé les 4807 mètres de référence appris sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, tout est à corriger. Les clients sont un peu plus fiers, ça fait un petit peu plus haut. Ça, pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Ça changera les manuels de géographie qu'il va falloir changer, les cartes postales dans les boutiques de souvenirs et puis les cartes IGN qu'il va falloir revoir. Raymond Ducrot a escaladé le Mont Blanc quelques 250 fois. À la prochaine ascension, ses clients connaîtront 3 mètres de bonheur en plus. Sport, cyclisme, certains l'appellent la mamie du vélo, mais elle n'en finit plus de surprendre. Jeannie Longo, presque 43 ans, a donc remporté un nouveau titre de championne du monde. C'est son 13e, Nathanaël de Rinxin. Ils ont beau la questionner sur ses victoires, sur sa longévité, Madame Longo semble bien incapable d'expliquer les raisons de tant de succès. Sur le podium, tout juste esquisse-t-elle un timide sourire, presque gênée par cette nouvelle médaille d'or. Mais qu'est-ce qui fait courir Jeannie? Toujours aussi vite, toujours aussi fort. À bientôt 43 ans, la Française vient de remporter son 13e titre mondial. Sur le circuit de Lisbonne, elle souffle la victoire à la Suissesse Brandly pour 4 dixièmes de seconde. Ironie du sort, sa jeune rivale est née en 1979
l'année où Jeannie Longo a remporté le premier titre de sa carrière. Le dernier titre était en 97 à San Sébastien, c'était pas loin, San Sébastien. Et j'avais plus gagné de titre mondial depuis. Donc, puis bon, j'arrive en fin de carrière et là c'est beau. Hein. Sur le vélodrome de La Paz, à 4000 mètres d'altitude, Arnaud Tournant reprend son souffle. Le Français va rester ainsi 25 minutes sous assistance respiratoire. Il vient de fournir le plus gros effort de sa carrière. Il vient surtout de réaliser ce qu'aucun coureur n'avait réussi à faire auparavant, parcourir 1 kilomètre en moins d'1 minute, départ arrêté. 58 secondes 875, Tournant peut avoir le sourire, son record n'est pas près d'être battu. Voilà, Jeannie Longo, championne du monde à 43 ans. Jean Alesi, retraité à 37 ans, suite au divorce avec son écurie Jordan. L'annonce a été faite à Tokyo ce matin. Le Grand Prix du Japon dimanche sera donc sa dernière course. Le Français aura participé à 201 Grands Prix en 11 ans de carrière. Une victoire seulement, c'était au Canada en 1995. De la voile, mais c'est un peu la Formule 1 des mers. Les superlatifs manquent pour qualifier la performance de Steve Fossett sur PlayStation. L'Américain a pulvérisé le record de la traversée de l'Atlantique à la voile, 4 jours et 17 heures. Julien Beaumont. 4 jours, 17 heures, 28 minutes, record battu. PlayStation a dévalé l'Atlantique Nord à 50 km/h de moyenne, du jamais vu. Il améliore le précédent record détenu par le Français Serge Madec de presque 2 jours, une éternité sur cette distance. La clé de cette réussite, un catamaran géant, 35 mètres de long. C'est vraiment un record important. En fait, c'est un record très recherché depuis 1905, quand l'Américain Charlie Barr a traversé pour la première fois l'Atlantique en 12 jours et 4 heures. Et du coup, c'est devenu l'un des records les plus convoités par tous les marins. Et nous sommes vraiment heureux de l'avoir décroché. Le milliardaire américain est particulièrement fier. Normal, depuis que ce record existe, il avait toujours été détenu par des Français. Le voilà de retour aux États-Unis. L'arbitrage de Catherine Tasca, ministre de la Culture, sur l'affaire des bibliothèques. Il n'y aura pas de prêt payant. C'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui. Le droit de prêt qui sert à rémunérer ayant droit auteurs et éditeurs sera pris en charge par l'État et les collectivités publiques. Le projet de loi sera présenté début 2002. Cinéma, avant de retourner à Washington avec la sortie demain en salle de Va savoir, comédie faussement légère par un des papes de la nouvelle vague. Ça date un peu. Il s'agit de Jacques Rivette, bien sûr. En vedette, John Balibar et François Berléand, Michel Monpontet et Patrick Deschmecker nous présentent le film. On s'embrasse ? Alors qu'actuellement la haine et la mort semblent avoir envahi les écrans du monde, Jacques Rivette, après 40 ans de cinéma, semble lui croire plus que jamais en l'amour. L'amour qui s'en va, ou l'amour qui se réveille, la grâce du désir, ce sourire des sentiments. Avec Va savoir, le spectateur entre dans une farandole. De l'amour à l'apparence de l'amour, puis à l'amour des apparences, comme une énigme translucide et joyeuse. Pour les acteurs, loin du tout à l'ego le plaisir du jeu. Vous avez une fille dans ce cours? Pardon? Non, troisième pour ça. Vous avez une grande sœur? Non, j'ai ni fille ni sœur. Alors vous êtes danseuse? Non plus. Vous pourriez l'être. Une profonde légèreté comme un masque, comme une vertu revendiquée. D'un certain angle, le film est léger et que je pense que d'un autre, il est peut-être assez grave en même temps, mais sous une forme de légèreté et de comédie qui permet éventuellement de raconter des choses de façon plus souriante que si il y a des coups de revolver au bout de toutes les 10 minutes. Ici donc, pas de coups de revolver, mais des coups de foudre, des 400 coups, et tout à coup, des apparitions. Voilà, retour sur l'une des principales informations de cette soirée, l'intensification des bombardements américains sur l'Afghanistan. Nous retrouvons Alain de Chalvron à Washington. Avez-vous de nouvelles informations, de nouvelles précisions, Alain ? Écoutez, aucune information du côté du Pentagone pour le moment. Il se confirme simplement qu'effectivement, les bombardements de cette nuit sont les plus intenses qu'ait connu l'Afghanistan depuis le début de la campagne aérienne, c'est-à-dire depuis dimanche. Ils sont concentrés autour de Kaboul et de Kandahar, la capitale des talibans. Mais pas donc d'explication de la part du Pentagone sur les objectifs visés, ni même s'il s'agit d'une nouvelle phase dans la guerre, puisque si bien hier, le Pentagone avait annoncé que la phase 1 était en principe terminée, c'est-à-dire le contrôle de l'espace aérien afghan.
Merci Alain. Fin de cette édition, je vous rappelle l'autre titre de l'actualité de cette journée. Jacques Chirac à l'abri des poursuites jusqu'à la fin de son mandat, même devant la haute cour. Décision de la Cour de cassation qui fera date. Et Arnaud Montebourg a décidé de retirer donc sa procédure de mise en accusation caduque de toute façon. À suivre la météo, Isabelle Martinet, l'info sur France 2, 0h35, le journal de la nuit, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin, Françoise Laborde recevra Enrico Macias dans les 4 vérités, 13h Daniel Bilalian. À demain.